Notion de géologie de terrain, partie 1. Les plans géologiques. Les géologues de terrain étudient les affleurements. Ce sont des lieux où l'on peut directement observer les roches du sous-sol. La plupart du temps, l'affleurement montre des lignes qui divisent la roche en couches ou en blocs. Ces lignes sont en fait la trace de plans géologiques qui découpent la roche. Ces plans ont différentes origines. Ils peuvent provenir de la formation initiale de la roche ou alors apparaître secondairement lors des déformations tectoniques. Il existe 4 principaux plans géologiques. Les surfaces de stratification, la schistosité, les diaclases et enfin les failles. Les strates sont en fait des couches de sédiments qui se sont déposées à l'horizontale au fond d'un milieu le plus souvent aquatique. Chaque strate peut être décrite par 2 surfaces, le mur et le toit. Les couches se superposent donc les unes au-dessus des autres selon le principe de superposition. La couche la plus ancienne est donc la couche la plus profonde. Sur leur carnet de terrain, les géologues notent les surfaces de stratification par le symbole S0. Le meilleur critère pour reconnaître S0 est de définir la nature de la roche de part et d'autre de cette surface. En général, les strates sont de nature différente. S0 sépare 2 types de roches différentes. Au cours des temps géologiques, les strates sédimentaires et les surfaces qui les définissent peuvent être déformées. Par exemple, elles peuvent être basculées, ou encore verticalisées, voire plissées. Ces déformations peuvent faire apparaître dans la roche d'autres plans géologiques particuliers. Ils sont tous postérieurs à leur formation et sont souvent liés à des contraintes tectoniques dans les régions proches des limites des plaques. La schistosité fait partie de ces nouveaux plans géologiques qui apparaissent au cours de la déformation des roches. La schistosité se définit par des plans nombreux et parallèles qui traversent la roche. Ces plans se développent particulièrement bien dans les roches homogènes à grains fins, comme par exemple les ardoises. Sur le carnet de terrain,
Les géologues la notent S1. Les plans de schistosité apparaissent de manière secondaire quand la roche est soumise à des forces tectoniques, appelées contraintes. L'orientation dans l'espace des plans de schistosité permet de reconstituer le sens des contraintes, initialement perpendiculaires au plan de schistosité. Sur cette photographie prise dans les Alpes, on peut distinguer deux plans géologiques de nature différente. Tout d'abord, S0 qui définit des couches sédimentaires qui ont été plissées. Dans un second temps, lors du plissement, un deuxième plan est apparu, le plan de schistosité parallèle au plan de l'axe du pli. Un troisième type de plan géologique peut traverser les roches, les diaclases. Les diaclases divisent la roche en blocs. Les diaclases sont des fractures qui traversent la roche, mais qui ne montrent pas de déplacement de part et d'autre, comme on peut le voir par l'absence de décalage de part et d'autre des diaclases. Les diaclases peuvent avoir une origine tectonique, mais elles peuvent aussi se former lors de la décompression quand les roches remontent vers la surface ou lors de leur refroidissement, comme par exemple pour un granit. Il existe un dernier plan géologique remarquable, capable de recouper tous les autres dans la roche. Ce sont les failles. Les failles sont des structures très importantes pour la compréhension des déformations tectoniques qui ont lieu dans les zones de limite de plaques lithosphériques. Elles permettent de reconstituer les mouvements convergents ou divergents ou encore coulissants rencontrés dans la tectonique des plaques. Comme les diaclases, les failles sont des fractures dans les roches, mais elles montrent un déplacement des blocs qu'elles délimitent. Sur cette photographie, les plans de stratification S0 recoupés par les failles en rouge ont été décalés. Le déplacement vertical ou horizontal de ces marqueurs de déformation se nomme le rejet. On peut ainsi définir le déplacement relatif des blocs sur ces failles, qu'on représente par des demi-flèches sur le carnet de terrain. Il existe trois types de failles. Les failles normales, les failles inverses et les failles décrochantes.
Les failles normales sont caractérisées par des plans fortement inclinés aux alentours de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Les surfaces S0 peuvent marquer la déformation associée à ces failles. On remarque que le bloc A posé sur la faille est descendu par rapport au bloc B. Ce mouvement relatif, représenté par des demi-flèches, est caractéristique d'une faille normale. Les failles normales sont caractéristiques d'un régime de déformation dit en extension, comme par exemple à la limite des plaques divergentes. Les failles inverses sont aussi caractérisées par des plans inclinés, mais avec une valeur moindre, autour de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Encore une fois, ce sont les plans S0 de la stratification qui nous donnent le sens de déplacement des blocs de part et d'autre de la faille inclinée. Dans ce cas, le bloc A s'est déplacé au-dessus du bloc B, selon un mouvement relatif représenté par les demi-flèches. Cette faille est alors appelée faille inverse. Elle est caractéristique d'un régime en compression, comme on peut le rencontrer dans les limites de plaques convergentes, par exemple dans les chaînes de montagnes. Contrairement aux deux premiers types de failles, qui étaient associés à des mouvements verticaux, les failles décrochantes montrent, eux, des mouvements horizontaux. Sur cette photo aérienne, on remarque la trace d'une faille verticale. Le déplacement des blocs A et B est souligné par la trace des stratifications observées à la surface du sol. Ainsi, un observateur situé sur le bloc A voit le bloc B se déplacer sur sa droite. Dans ce cas, la faille décrochante est dite dextre. Dans le cas contraire, la faille est dite sénestre. D'autres indices sont utilisés pour déterminer si un plan géologique est une faille. Les crochons de faille sont des déformations plissées de la stratification qui se font au plus proche de la faille. Ils permettent d'ailleurs de déterminer le sens de déplacement. Les fentes de tension sont des fractures qui s'ouvrent et se remplissent le plus souvent de cristaux de quartz ou de calcaire. Présents au voisinage des failles ou recoupées par elles
Elles ont des formes lenticulaires ou sigmoïdes. Les brèches de faille sont des zones de roches broyées coincées entre les deux blocs qui se décalent. Enfin, les stries tectoniques sont des sortes de griffures portées par le plan géologique qui correspond au miroir de faille. Le miroir de faille est la surface le long de laquelle se déplacent les deux blocs l'un par rapport à l'autre. Les stries tectoniques présents sur un miroir de faille permettent de déterminer la direction de déplacement des blocs l'un par rapport à l'autre. Ici, le déplacement est vertical dans le cas d'une faille normale. Sur ce miroir de faille vertical, on observe des stries tectoniques horizontales. Elles traduisent un déplacement horizontal d'un bloc par rapport à un autre, typique d'une faille décrochante. Sur cet autre miroir de faille vertical, on observe des stries obliques. En effet, dans la nature, tous les déplacements sur les miroirs de faille sont possibles. Ici, il s'agit d'un mouvement décrochant avec une composante verticale. En résumé, il existe 3 types de failles. 2 qui présentent des mouvements verticaux associés à des mouvements d'extension ou de compression, et un 3e type montrant des mouvements horizontaux associés à de l'extension et un raccourcissement, tous les deux horizontaux. En bilan de cette première partie, nous avons vu que des stratifications séparées par des surfaces dites S0 pouvaient devenir des marqueurs de la déformation. Dans un régime de compression, avec des strates qui se déforment de manière plastique, nous observons l'apparition de plis. Un pli en creux se nomme synclinal, un pli en bosse se nomme anticlinal. Avec une déformation croissante, nous voyons l'apparition de la schistosité, nommée S1. De plus, les plis sont de plus en plus déjetés, puis déversés, et peuvent même finir par casser selon une faille de type inverse, appelée ici faille de chevauchement. Dans une déformation purement cassante, le décalage des S0 permet de reconstituer le déplacement des deux blocs limités par une faille. Faille inverse en compression ou faille normale en extension, ou enfin faille de décrochement. Maintenant que nous avons appris à définir et à interpréter certains plans géologiques, dans la partie 2 de ce cours, nous allons apprendre à les mesurer.